Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... He is a party animal. John? Huh? A one-time tech multi-millionaire. It is the number one computer threat. Presidential candidate. Stand with me to protect our freedom. And international fugitive. Des histoires étranges de l'ère numérique. Qu'ont en commun des chiens empoisonnés, un populaire antivirus et un laboratoire de méthamphétamine au Belize? Tous ces éléments entourent la vie tumultueuse de John McAfee. McAfee n'est pas seulement le nom le plus connu des antivirus, mais c'est aussi le nom d'un personnage dont la vie dépasse la fiction. Suivez-nous dans cet épisode où nous parcourrons les événements marquants de sa vie, de la fondation d'un empire informatique jusqu'à une cavale rocambolesque en Amérique du Sud. Sébastien Lévesque, comment ça va? Ça va bien toi, Émile Gauthier? Ça va très bien parce que ce soir, on boit une bière qui vient de Boisbriand. C'est l'héroïne de la microbrasserie La Grande Allée. Donc, c'est pas l'héroïne comme le pavot, c'est l'héroïne comme super-héros. Yeah. C'est une délicieuse ale blonde à 4,9% d'alcool et elle est constituée de houblon, j'allais dire de pavot, de houblon qui a été cultivé à Terrebonne. Ouais, c'est local. Dis-nous donc, là, cette bière-là nous est offerte par qui? Ah oui, la bière de la semaine nous a été offerte par Anthony El Pomi, que pour les intimes, le monde du podcast connaissent bien ce fabuleux personnage. Donc, merci Anthony de nous avoir offert cette tournée de bière. Et si vous désirez faire comme lui et encourager Distorsion, qui est une autoproduction, production indépendante, et vous voulez qu'on s'abreuve de bonnes bières, donc allez sur notre site distorsionpodcast.com, il y a un onglet tournée de bière. Vous allez voir, vous avez simplement sur la page à saisir le montant que vous voulez. On a des choix préfaits pour vous. Et dans les commentaires, c'est plutôt la remarque qu'on peut faire aux marchands là, de PayPal, parce que les gens nous le demandaient. Vous pouvez inscrire, nous proposer ou nous suggérer une bière que vous avez envie qu'on déguste ou qu'on essaie durant nos enregistrements. Donc, ça nous ferait vraiment plaisir. Donc, voilà, faites comme Anthony et allez nous offrir une bonne tournée de bière. On a aussi un review 5 étoiles sur Apple Podcast, cette fois-ci, qui nous vient de... c'est dur à prononcer, ça, je dirais, Bozolex du Canada, qui nous dit « Wow! J'ai commencé à écouter après avoir entendu le shout-out à Ars Moriendi. Shout-out à Ars Moriendi. Et j'ai adoré. Quel bon podcast. J'en suis déjà à 5 d'écouter en 2 jours. » Donc ça, c'est parfait, Bozolex. Excellent pour nous. Si tu veux binge écouter les épisodes de Distorsion, sont tous là, disponibles gratuitement sur Apple Podcast, puis un peu partout. On est aussi sur Facebook, on est sur Instagram, et moi, je vous conseille vraiment de rejoindre le groupe de discussion sur Facebook, parce qu'il y a plein de sujets qui sont en cours, il y a plein de gens qui postent des théories, des témoignages même suite aux épisodes qu'on fait. Donc, allez interagir avec tous ces gens. Vous allez vous faire des amis instantanément. Moi et Seb, on y va quand même assez souvent. Et puis, vous allez avoir beaucoup de fun. Donc, ça, c'est facile pour trouver ça. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, facebook.com/distorsionpodcast. Vous allez voir, le groupe est très facile à trouver, là, soit dans la barre de menu à gauche ou en haut de la page. Vous allez voir. Et puis, vous faites une petite requête et nous, on approuve gentiment. Jusqu'à date, on n'a refusé personne. Le sujet de ce soir, c'est tellement, j'en ris, mais c'est pas toujours drôle. Non. John McAfee, on se l'est fait proposer quand même à quelques reprises. Toute une histoire. Sa vie dépasse la fiction. C'est surréaliste, sincèrement, vous allez voir. Là, c'est complètement fou comment un personnage iconique et un nom qu'on connaît à travers le monde peut avoir fait
tant de choses, disons, c'est ça, là, c'est digne, c'est tiré d'un film, là, c'est digne d'un film, mais c'est vrai. Exactement. On aurait voulu scénariser un film. On n'aurait pas pu on n'aurait pas pu faire mieux que la vie de John McAfee. Évidemment, John McAfee, son nom l'indique, c'est le fondateur du populaire antivirus McAfee, qu'on a connu, qu'on avait tous sur nos PC à la fin des années 90, début des années 2000, mais c'est devenu autre chose. Ce personnage-là, par la suite, a connu une vie rocambolesque. Il est déménagé au Belize, et plusieurs années plus tard, il a peut-être un ou deux meurtres sur la conscience, peut-être même un viol, et peut-être même d'autres choses dont on ignore encore l'existence. Donc, sa vie passe d'aventure en cavale. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. On dirait qu'il nourrit en même temps toute cette attraction de la vie envers lui, tous les événements qui lui arrivent, parce qu'on s'entend, là, c'est jamais banal. Il y a rien qui est banal dans tout ce qui lui arrive, là, vous allez voir. Ça va jusqu'à à se présenter aux élections présidentielles. Oui, en 2015. Exactement. Il a tenté sa chance, mais ça n'a pas été très, très loin. Donc, une vie vraiment rocambolesque, digne d'un film. C'est même plus exagéré qu'un film de Michael Bay. Vous allez voir, vraiment un sujet passionnant, toujours agréable de se plonger dans un sujet comme ça dont on sait pas trop jusqu'où ça va nous mener. Peut-être que l'épisode de ce soir ne sera pas suffisant pour vous, en fait. Pardonnez-moi. Vous allez peut-être vouloir, sans doute, rechercher sur Internet d'autres informations, regarder des documentaires ou autres. Il y a du stock. Il y a vraiment du stock, là. Vous en avez pour plusieurs soirées de plaisir à plonger, puis justement comment je pourrais dire, de bonifier tout ce qu'on va vous amener durant l'épisode, là, parce qu'on peut pas, malheureusement, on peut pas tout amener en 1 heure. Il y a tellement une vie fou, puis vous allez voir, il y a une tendance, il adore les médias, John McAfee. Donc, encore aujourd'hui, il y a toujours des entrevues sur YouTube qui donnent à des YouTubers, toutes sortes de personnes. Il y a plein d'entrevues hyper récentes. C'est fou. Et les médias continuent aussi de faire des reportages sur lui. Ils les appellent constamment, les médias l'appellent constamment. Donc, il y a vraiment, vous pouvez vous nourrir de John McAfee pendant une bonne semaine de contenu. Moi, j'ai adoré faire la recherche sur ce personnage-là. Je le connaissais un peu, mais pas à ce point-là. Jamais j'avais pensé que ça pourrait être aussi crazy. Tu m'étais arrivé avec ce sujet-là, puis avec ces histoires. Puis oh my God, on dirait que quand tu m'as dit ça, je suis comme, mon Dieu, comment qu'un programmeur informatique peut en arriver là. Donc, j'espère que vous allez aussi vivre un peu ces émotions-là, un peu comme moi je l'ai vécu, puis Émile l'a vécu dans la recherche de l'épisode. Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans cette histoire rocambolesque? Oui, monsieur. Let's go. Le 11 novembre 2012, la police de San Pedro, située sur l'île, pardonnez-moi la prononciation, de Ambergis Caye, qui est... bon. Oui, qui est la plus grande île du Belize, en fait. La police débarque en la demeure de Gregory Fall, un Américain retraité qui est déménagé au Belize pour profiter des paysages paradisiaques des lieux, mais aussi naviguer sur son yacht. Fall a été retrouvé mort, face au sol, dans un bain de sang, exécuté par un coup de feu derrière la tête, donc vraiment une mort instantanée. Il est mort sur le coup, très rapidement. Le Belize, on le sait, c'est pas un endroit nécessairement où la loi règne, qui est pas reconnu pour son éthique de travail, si on veut. Il y a beaucoup de corruption. C'est aussi une sorte de paradis fiscal. En fait, on paye pas beaucoup de taxes là-bas. Non. Puis c'est un endroit qui est très convoité lorsqu'on doit se sauver de créanciers ou lorsqu'on a des problèmes d'argent. Il y a beaucoup de corruption. Même ni la police ni le gouvernement est pas très digne de confiance. Ça n'a pas une très bonne réputation de ce côté-là. Beaucoup de gens vont se relocaliser là-bas pour se cacher. Par contre, depuis l'année 2000, le Belize a quand même un traité d'extradition avec les États-Unis. Donc, c'est pas non plus un lieu, Tu peux pas t'échapper à 100%. Là. Il y a quand même une législation qui est en place. Ça doit pas être pour rien qu'ils ont convenu d'une entente avec les Américains, parce qu'il y a dû avoir plusieurs Américains qui ont tenté le coup de se sauver, pas nécessairement de leur dû, là, mais de ce qui devait en face à la société. Mais on ne prétend pas du tout ici que c'est le cas de Gregory Fall. Non, pas du tout. Il y a rien qui nous indique que c'est... Non, parce que toi puis moi, on pourrait aller s'acheter oui, absolument. un truc là-bas. Là. Absolument.
Les policiers constatent sur les lieux que Gregory Fall est le voisin de John McAfee, qui est le populaire pionnier des logiciels antivirus McAfee. On s'en rappelle, lorsqu'on avait un vieux PC dans les années 90 ou même dans les années 2000, le logiciel McAfee était souvent installé et c'était à l'époque même le plus puissant des antivirus. Ça a été le premier, hein, puis on le sait comme un peu toute chose qui est la première a un pas d'avance par défaut. Là. Regardez Microsoft, regardez Google, Facebook, ça a été les premiers. Les premiers, c'est toujours too big to fail à un moment donné. Donc, McAfee, c'était le premier du genre. Donc, c'est normal qu'il a stigmatisé un peu tout le monde, là, puis qui était partout. Donc, John McAfee, on va y revenir vraiment en détail un petit peu plus tard, mais pour faire une histoire courte, il a fondé cette entreprise d'antivirus-là, il l'a vendue par la suite, il a fait beaucoup d'argent, et là, on se retrouve en 2012, il habite sur une île du Belize. Et justement, c'est le voisin de Gregory Fall qui vient d'être retrouvé mort. Et lui, McAfee, il est là depuis 2009. Par contre, lorsque la police débarque pour enquêter, McAfee n'est pas trouvable. Il est pas en sa demeure de San Pedro. Sa demeure est très grande. Elle est entourée de très hautes clôtures. C'est gardé par des gardes qui sont armés jusqu'aux dents. Et il y a aussi plusieurs chiens de garde. Mais John McAfee est vraiment introuvable. 3 jours plus tard, un journaliste de Wired Magazine reçoit un étrange appel sur son téléphone. Un homme qui prétend être John McAfee, le populaire homme d'affaires, et là, il se demande, voyons donc, est-ce que c'est vraiment lui? L'homme en question, au bout du fil, lui indique qu'il est en cavale depuis 3 jours, qu'il est recherché pour meurtre qu'il n'a pas commis et qu'il est aux prises avec des agents gouvernementaux du Belize qui lui en veulent. Il explique à Wired que peu de temps avant que la police débarque chez lui, il s'est sauvé dans la jungle, où il est resté plusieurs heures enterré dans le sable avec une boîte de carton sur la tête pour respirer et qu'il aurait volé jusqu'au Guatemala via un aéroport clandestin du Belize. Donc vraiment, on voit sur quel ton on démarre cette histoire. Vous allez voir, ça ne s'arrête pas là. McAfee, justement, est un adepte de aéro-trekking, qui est une pratique que je ne connaissais pas, en fait, là, où apparemment on conduit des petits avions non licenciés à de très basses altitudes. Donc on fait du genre de rase-motte, là. Questionné par Wired pendant sa cavale, McAfee explique qu'il est harcelé et intimidé par la police bélizienne depuis plusieurs mois. Il explique que le président du Belize, qui est Dean Barrow, a plusieurs différends avec lui puis qu'il souhaite l'emprisonner. Il croit que le meurtre de Gregory Fall est une mise en scène de la part du gouvernement pour le faire inculper et emprisonner. C'était quand même une grosse histoire. Je sais pas si tu te rappelles quand c'est sorti, je m'en souviens en 2012. Oui, exact. Oui, je m'en souviens. Puis comme je te dis, je trouvais ça totalement surréaliste. Comment que cet homme-là a pu en arriver là. Puis oui, c'est ça. Il est en cavale, donc depuis la mort, depuis le meurtre de Gregory Fall, on sait pas trop il est où. Puis il contacte les journalistes, puis il contacte les blogueurs. Donc déjà, c'est assez étrange. Oh oui, il y a le réflexe là. Le journaliste de Wired, justement, il va maintenir un peu l'auditoire à jour grâce à Twitter. Il va poster des extraits des conversations qu'il a avec John McAfee. Mais tu l'as dit, Seb, par quel phénomène est-ce qu'un pionnier de la Silicon Valley est passé d'un des hommes les plus en vue de ce que je pourrais appeler la bulle techno ou la bulle Internet jusqu'à en devenir un suspect en cavale? John McAfee, maintenant qu'il a 72 ans, est originaire d'Angleterre. Il a grandi, par contre, ses parents ont déménagé quand même quand il était assez jeune aux États-Unis, à Salem, en Virginie. En 67, il obtient son bac en maths, quand même, en mathématiques au Roanoke College, puis il a même complété son doctorat en 1968 aussi en mathématiques. Donc, c'est quand même on peut dire un cerveau, là, parce que des bacs en maths, je trouve ça assez complexe. Malgré le fait qu'il a mentionné qu'il y avait énormément de facilité à l'école, qu'il avait toujours des bonnes notes au primaire, et au secondaire, qu'il avait jamais vraiment besoin d'étudier pour arriver à avoir des bons résultats. Il a eu vraiment une enfance difficile. Il a grandi avec son père, entre autres, qui était alcoolique. Son père avait un emploi d'arpenteur de route. Et malheureusement, lorsque McAfee avait 15 ans, son père s'est tiré une balle dans la tête, pas devant lui, là, mais il s'est suicidé dans la maison familiale. McAfee dit qu'à chaque jour qu'il se lève, ça le hante.
chaque matin, dès qu'il se réveille, il pense continuellement, toujours à ça. Il est pas capable de se départir de cette image-là. Puis avec raison. Avec raison, exactement. Je peux comprendre. Ça doit vraiment te changer ton rapport à la vie, parce que quand tu as 15 ans, voir que ton propre père, même s'il te battait, parce qu'il avoue qu'il a été battu beaucoup, là, souvent les pères alcooliques ont cette mauvaise tendance-là, ça doit vraiment c'est vrai que ça doit faire un glitch par rapport à ça, puis j'aimerais pas ça, vivre ça, puis je peux vraiment comprendre. Ça peut peut-être expliquer un peu tout ce que tout ce qui va suivre dans sa vie tumultueuse. Bref, on revient au temps qu'il était au collège. C'est là qu'il a commencé à aimer vraiment l'alcool et à goûter au plaisir de l'alcool. Mais malgré tout, il a bien réussi ses études et il était déjà entrepreneur. En fait, il avait fondé une petite entreprise pour se financer, dans le fond, d'un magazine, on ne sait pas quel type de magazine, de porte en porte qu'il vendait. À l'époque, on le sait, il n'y avait pas d'Internet. Le magazine est encore populaire et lui-même avoue avoir fait une petite fortune avec ça. Je serais curieux de... C'est un peu une forme d'Internet de l'époque, le magazine. C'est un billboard. Oui, ben oui, en fait, c'est ça. Hein, c'est du contenu, un site web de contenu. C'est drôle que tu dises ça parce que justement, il n'y a jamais eu autant de magazines web. Exact. De moins en moins sur les tablettes. Un peu plus vers la fin de son bac et le début de son doctorat, il a quand même commencé à travailler en informatique. Puis on s'entend, là, à l'époque, c'était dans les années 70, donc il y avait pas, c'était pas comme aujourd'hui. Et il travaillait pour développer un système de punch card, les cartes, parce qu'on a des horaires. Les horodateurs. Oui, des horodateurs, merci. Donc, il a commencé à développer, en fait, ses skills de programmeur parce que dans les bacs de mathématiques de l'époque, il n'y avait aucun cours d'informatique. Il a vraiment appris sur le tas. C'est un autodidacte par rapport à ça. Ensuite, il est allé chez Pacific Railroad pour implanter un nouveau système d'IBM pour gérer l'horaire des trains. On s'entend, je vous le dis encore, on est dans les années 70, donc l'informatique était tout autre. Mais il y avait un boom informatique à cette époque-là quand même. Ben oui, exact. C'est l'époque un peu Atari, l'époque IBM, Apple aussi. IBM était très, très gros au niveau des systèmes parce que justement, il y avait des besoins. L'informatique, à cette époque-là, commençait beaucoup à aider l'humain là, pour des tâches simples. Exactement, là, pour justement gérer des horaires de train. J'avoue que pour un État et tout ça, l'informatique doit être vraiment génial. Il nous avoue par contre durant sa période de travail, malgré que c'était un bon travaillant, il travaillait régulièrement sous l'effet du LSD. Okay. Donc ça, je serais curieux de voir ce que ça peut donner. Il dit même qu'à un moment donné, il a acheté une drogue psychédélique qui s'appelle le DMT. Il en a fait une ligne. Il dit qu'il ressentait rien. Il s'est fait le sac au complet. Mm-hmm. Et là. Ses collègues, je vous rappelle qu'il est toujours au travail. Là, ses collègues venaient le voir comme toute journée, il comprenait absolument rien de ce qu'il lui disait. Il avait l'impression, dans un témoignage, il dit, j'avais l'impression que je travaillais sur un programme informatique pour gérer des horaires de train qui vont sur la Lune. Puis il dit, j'avais comme conscience que ça avait pas de sens, mais dans ma tête, c'était ça que je faisais. Puis à un moment donné, il s'est mis à paranoïer. Il s'est sauvé de l'édifice, il s'est sauvé de son bureau, il est allé courir jusqu'au centre-ville, puis il s'est caché derrière un container. Il restait là des heures de temps, puis il entendait des voix partout, puis la seule chose qu'il souhaitait, c'était de ne pas être retrouvé par quelqu'un. Il n'est jamais retourné travailler à cet endroit-là après. Mais l'élément important de tout ça, c'est qu'il nous dit que depuis cet événement-là, il a souvent l'impression que sa vie, qui est encore sur ce trip, si on veut, disons, pour parler, le trip d'acide qu'il a fait, puis que sa vie, c'est juste ça, puis qu'il va se réveiller à un moment donné sur son divan à écouter du Pink Floyd au Missouri, et que tout ça ne va être qu'un rêve, et que sa drogue va être terminée. Il dit qu'il vit encore vraiment avec l'effet de la drogue continuellement. Ça a dû vraiment le fucker complètement. Il est tombé dans la poche d'acide quand il était petit. Là. Oui, exact. Mais malgré tout ça, malgré son amour pour la drogue, c'est quand même un génie. Il est allé travailler entre 1968 et 70 pour le Space Studies de la NASA à New York. Ensuite, il a déménagé à la Silicon Valley parce que à cette époque-là, justement, dans les débuts des années 70, comme tu disais, il y a eu un boom. Les grosses compagnies allaient là. Il y avait une effervescence incroyable. Donc, il a travaillé pour Xerox. Même, tu sais, il a développé des systèmes d'exploitation pour Xerox. Moi, je suis un ancien programmeur je suis un programmeur de formation. Développer des systèmes d'exploitation, c'est quand même complexe. Donc, c'était vraiment un génie. C'est que j'en reviens pas des fois comment que les gens peuvent prendre autant de drogue puis être aussi bons quand même. Et par la suite, et justement, là, il gagnait beaucoup d'argent. Il est tombé dans le scotch encore plus et la cocaïne. Il disait qu'il en abusait presque chaque jour, en fait, qu'il consommait ces substances-là.
Par contre, en 83, il a décidé de prendre une petite pause, mais ça n'a pas duré. L'élément important, si on veut, c'est un peu son passé de programmeur analyste, mais la genèse de McAfee, c'est dans les années 80, il a travaillé pour une entreprise qui s'appelait Lockheed. Et à l'époque, ça n'existait pas les virus. Les virus informatiques et les PC commençaient quand même à faire leur apparition dans les entreprises. Ça commençait vraiment, surtout les grosses corporations. L'ordinateur était utilisé pour les travailleurs. En 86, justement, il y a un premier virus. Il est encore chez Lockheed, donc il a conservé son emploi assez longtemps. Il y a eu le premier virus qui est apparu, puis il a réussi à avoir une copie du virus qui s'appelait Brain. Puis il s'est dit, mais je vais essayer de trouver un moyen je vais programmer un logiciel pour l'empêcher de fonctionner. Et voilà, c'est comme ça qu'il a inventé, si on veut, le premier antivirus de McAfee. En 87, McAfee fonde donc McAfee Associates, qui est la première compagnie de logiciels antivirus. Elle a vraiment le vent dans les voiles parce que le monde du virus il y a une certaine accélération. Ils ont généré quand même 5 millions de revenus par année. À l'époque, on s'entend, c'est quand même beaucoup, là. Il n'y avait pas de temps d'ordinateur. Justement, ses clients, c'était vraiment des grosses entreprises. En 89, il démissionne, puis là, il décide. C'est ça qui est drôle, c'est que McAfee fonctionnait quand même. Il travaillait quand même chez Lockheed. Il était capable de maintenir les deux, mais en 89, il a vraiment commencé à temps plein de McAfee. Il a déménagé chez lui. Il travaillait de chez lui à Santa Clara. 1992, justement, l'année où ils ont décidé d'aller au Delaware. Un peu tout le monde va au Delaware, Facebook et tout ça, toutes les grosses corpos, startups. Parce que je le sais parce que c'est plus un milieu que je connais, mais j'imagine que c'est le même dans toutes les industries. Oui, il y a comme un certain boom aussi dans cette région-là. Oui, mais le Delaware, en fait, ça fait longtemps, puis c'est à cause des avantages fiscaux, en fait. Donc, ils ont tout intérêt à mettre les sièges sociaux là pour payer moins d'impôts sur les revenus. C'est ce qui a créé de l'attraction énorme et d'une économie vraiment boomante. Là, imaginez, même si tout le développement informatique ou le développement se fait pas nécessairement au Delaware, mais les sièges sociaux sont là, donc il y a quand même beaucoup d'employés. Bref, 92, il y a un virus qui s'appelle le Michelangelo qui commence à faire des ravages. Et on s'entend 92, là, c'est un peu l'époque, le début pas le début, mais où les médias télé étaient quand même très, très présents. Les journaux, c'était plus présent, là, les télé 24 heures ou tout ça. Le vidéoclip. Oui, c'est ça. On était vraiment entouré de la télé. Et ce qui se faisait sur Internet à l'époque, c'était vraiment des babillards. Là. Ah oui, en 92, oui. C'était très basique. C'était même pas personne. Des genres de forums très, 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 très à la base. Exact. En fait, il y avait quand même des communautés qui étaient déjà organisées. Oui, avec des BBS. Mais la propagation de virus se faisait pas vraiment comme ça. C'était vraiment par les gens. On se copiait des disquettes. Là, je sais pas si vous vous rappelez. Ben oui. Moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans, là, mais on se copiait des jeux, on se copiait des programmes. Et à l'époque, justement, parce que l'Internet, c'était pas vraiment commun, c'était de cette manière-là que les virus se transmettaient, puis tout le monde avait un peu peur des virus, que ça détruise notre ordi. Le Michelangelo, il y avait beaucoup de rumeurs. McAfee, déjà un spécialiste du média, entretenait un peu le mythe de la peur, en fait, un peu comme tout, là. Les c'est Américains, dans leur intérêt. Puis oui, exactement. Puis les Américains sont très, très bons pour entretenir le culte de la peur, pour faire vendre quelque chose. Ils en ont vraiment profité parce qu'il y avait une cible potentielle à l'époque de 5 millions d'ordinateurs, ce qui était énorme pour le bassin, le parc informatique qui était là. Mais malheureusement, puis il a vendu des tonnes d'antivirus. Là, c'est vraiment à cette époque-là que McAfee ont fait énormément d'argent. Mais au bout du compte, une fois que la vague est passée, il y a eu qu'une dizaine de milliers d'ordinateurs qui ont été infectés. Mais ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a vraiment mis McAfee sur un piédestal complètement parce qu'ils en ont tellement vendu, ça s'est installé sur beaucoup plus d'ordinateurs. Il était partout. Exactement. Donc, il en a profité pour aller en bourse et c'est à ce moment-là qu'il est devenu millionnaire. 2 ans plus tard, en 94, par contre, McAfee, il dit souvent c'est un gars qui se tanne rapidement des choses. Il aime ça faire plusieurs projets. Après quelques temps, il perd l'intérêt. Donc, il quitte l'entreprise seulement 2 ans après son incorporation. Mais c'est sûr que l'entreprise avait quelques années, mais pas plus que ça. Et un autre 2 ans après, il vend complètement toutes ses parts de McAfee. Il n'y a plus rien à voir avec l'entreprise. Et il a récolté une somme d'environ 100 millions de dollars, ce qui est pas négligeable. Mm-hmm. En valeur de l'époque aussi, en 94, oui, 100 millions maintenant, ça doit avoir fluctué quand même pas mal. Ouais, vraiment, c'est une des entreprises de peut-être une des premières vagues de l'Internet, là, ces entreprises-là des années 90, oui, c'est vrai, qui ont réussi à faire quand même une petite fortune là, dans le premier boom Internet. Ouais. Là.
Oui, il y en a pas beaucoup. Il y a Adobe, puis c'est ça, c'est vrai qu'il y en avait vraiment pas tant que ça. Au niveau logiciel, là, c'était pas difficile, là, pas justement le système d'exploitation. Il y avait les Netscape, mais Yahoo est un peu aussi de cette époque-là. Oui, mais un peu plus fin, un peu plus vers la fin, effectivement. Mais c'est vrai que pour la propagation, mais bref. Mais par contre, une fois qu'il a vendu toutes ses parts et tout ça, il a pris un peu de recul. Il était très, très low profile, ce qui est contraire un peu à ses habitudes. Il donnait des conseils aux startups gratuitement. Il donnait des conférences aux diplômés du Stanford School of Business. Il donnait de son temps. Il a tenté aussi des projets de réseaux sociaux qui s'appelaient Powwow et Tribal Voice, que je connais aucunement. Je sais pas si tu avais déjà... Moi non plus. Mais ils ont été fermés, ça n'a jamais fonctionné. Donc, il était quand même toujours très, très actif, dans son milieu. En 2008, on se souvient tous là, de 2008, la crise économique mondiale, là, qui n'était pas juste seulement américaine, causée un peu par l'économie américaine, mais qui a un peu crashé la planète au complet. Sa fortune de 100 millions est descendue à 4 millions, imaginez, c'est 25 fois moins. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que John McAfee avait... Par la suite, une fois qu'il avait vendu toutes ses parts dans McAfee, il avait investi énormément dans l'immobilier. Oui, okay. Puis il possédait des propriétés vraiment un peu partout, là, à Hawaï, en Arizona, à des endroits très luxueux. Puis lorsque tout a chuté, eh bien c'est la même chose pour la valeur de ses propriétés. Donc ça n'a pas aidé à ce qu'il se retrouve. Je dirais pas qu'à 4 millions de dollars t'es à la rue, non. Mais pour un multimillionnaire comme lui. C'est peu de choses, là. Ah ben oui, exact. N'importe qui, on vit tous au rythme de notre salaire. Donc, si vous êtes habitué de vivre à un rythme de vie, il vit pas avec 100 millions par année, mais avec un rythme comme ça, ça doit être quand même difficile, effectivement. Puis il a pas été chanceux, là. Je veux dire, il aurait pu faire des investissements dans des secteurs qui ont eu moins d'impact de la crise économique, mais non, malheureusement, il a subi une grosse perte. Puis par la suite, il va être intéressé à justement déménager et relocaliser sa vie à un endroit où, au niveau financier, son portefeuille va mieux se porter. Oui. Donc, il décide justement de déménager au Belize après avoir vendu toutes ses propriétés, ses terrains, un peu tout ce qu'il possédait, si on veut, aux États-Unis. Il est allé au Belize à l'abri des créanciers. Mais quand il est rentré au Belize, il avait déjà une idée en tête, on le sait, c'est quand même un entrepreneur dans l'âme. Il est un peu... pas ésotérique, là, mais il y a quelques... on peut dire ça, oui, vous allez voir, si vous voyez des entrevues, vous allez pouvoir en conclure peut-être un peu cette caractéristique-là. Il s'est associé à une microbiologiste qui est une spécialiste qui s'appelait Alison, pardonnez-moi le nom, Adonisio. Pour développer justement, lui il croit beaucoup au pouvoir des plantes et de guérison globale, là, sur plein de maladies. Mm-hmm. Il a voulu développer un laboratoire là-bas pour justement développer du Viagra pour les femmes qui serait à base de plantes à 100%. L'entreprise s'appelait Corumex, mais ça n'a pas vraiment bien fonctionné. Vous allez voir, on va vous en reparler tout à l'heure. Il y a une suite à ceci. McAfee, il emmène très large au Belize. On connaît un peu son style de vie lorsqu'il était aux États-Unis, là, quand même assez flamboyant et même un peu ésotérique sur les bars, comme tu dis. Mais là, ça ne diminue pas une fois rendu là, parce qu'il sauve des taxes, il est à l'abri de ses créanciers, il se tient très près des hommes d'affaires, là, de la clientèle un peu commerce là-bas, mais aussi très près des gangsters locaux. Il décrit le pays comme une genre de république de bananes où tu peux avoir accès à tout ce que tu veux si tu es prêt à payer le prix. Donc ça en dit assez long sur sa façon de voir les choses, sur les raisons pour lesquelles il se retrouve à cet endroit-là. Il se tient au Lover's Bar où il rencontre un certain dénommé Paz. Paz, l'air de rien, va quand même jouer un rôle important dans sa vie. Selon lui, en fait, John McAfee va décrire Paz comme étant un maître des ressources humaines. Je trouve ça très drôle comme appellation. Il va démarrer un projet avec Paz qui va qualifier lui-même d'engineering social, si on veut. Et nous, peut-être, dans nos mots à nous, on pourrait appeler ça comme un harem, mettons.
ce que lui appelle un projet d'engineering social. Il va recruter 7 filles qui vont vivre avec lui dans sa demeure de San Pedro. Il va demander à Paz de recruter des filles vraiment là basées sur des critères physiques, sur leur intelligence, sur leur intérêt dans la vie, sur leur descendance familiale. C'est pas clair, on réussit pas à prouver si ces filles-là sont des prostituées, mais il est clair qu'ils vont se livrer à plusieurs jeux sexuels avec John McAfee. Jeux sexuels qui vont être empreints d'une consommation d'alcool et de drogue assez intense. Tu l'as dit plus tôt, il va avoir découvert le LSD, la grosse drogue dans les années 70, mais il arrêtera jamais vraiment d'en consommer. Et là, vraiment, ça va devenir un mode de vie pour lui. On sait aussi qu'en Amérique du Sud, t'es pas très loin de la source. Donc, ça peut être tentant de tomber là-dedans, puis ayant beaucoup d'argent, et puis puisqu'il peut se payer à peu près ce qu'il veut là-bas, il va en profiter. McAfee, il va même décrire son style de vie, puis poster des photos de ses filles, de ces 7 filles-là, là, sur son blog personnel, parce qu'il va maintenir un blog là, pendant plusieurs années, puis il va décrire vraiment son expérimentation sociale dans ce blog-là. C'est très... il y avait beaucoup de malaise quand je lisais ça. J'étais là, voyons donc, parce qu'il y a des filles là-dedans qui ont en dessous de 18 ans, qui sont mineures. Il y en a qui ont 17 ans. Il y en a dont il sait même pas le nom. Il ne se rappelait même pas de leur prénom. Puis il décrit un peu tout ça sur son blog avec des photos, des montages photos vraiment laids, là. On dirait qu'il est pas conscient. On dirait qu'il est pas conscient de ça. C'est comme si pour lui c'était banal. Puis c'est comme ça parce qu'il l'expose. Puis je veux dire, John McAfee, on a beau lui reprocher plein de choses, c'est quelqu'un qui est très conscient de l'Internet et de ses impacts et de la visibilité. Donc, il y a quelque chose qui est déconnecté en lui. Là. S'il en parle comme ça, pour lui, c'est banal. Là. Il va décrire ça sur son blog personnel. Là, en fait, pendant 2 posts, il parle de ces 7 filles-là qui partagent sa vie. Il va aussi, pendant ce temps-là, commencer à développer une paranoïa assez sévère. Il va penser vraiment qu'il y a des gens qui lui en veulent, dont des gens du gouvernement bélisien. Il va collectionner les armes, puis il va toujours en porter une sur lui. Vous irez voir, là, vous avez juste à googler dans Google Images John McAfee, vous allez voir la plupart des photos que vous trouvez. Il porte une arme, beau lapsus, sur lui. Donc le gars, une paranoïa... jumelé avec un amour des armes à feu, on sait que parfois on a une recette qui peut mal tourner. Sa vie va devenir un genre de film là où la paranoïa va justement rencontrer les armes à feu, l'abus de drogue, de sexe, et tout ça dans un désordre complet. Son projet social, justement avec son harem, aura aussi pour but de découvrir des informations gouvernementales sur le terrain de ce qu'il prétend. Donc certaines des filles parfois vont retourner faire la rue, si on veut, là, pour aux bonnes personnes, sûrement. Exactement, pour lui soutirer des renseignements. Certaines filles auront la chance d'avoir un téléphone, même un ordinateur, d'autres non, afin que seulement certaines filles qui lui jugent les plus intelligentes aient accès au monde extérieur. C'est une façon aussi pour lui là, de contrôler sa paranoïa et de s'assurer que ce qui se passe dans sa demeure reste dans sa demeure, puis reste avec les autres filles. Là. Il va même décrire sur son blog des caractéristiques vraiment psychologiques là, des filles là, en jugeant leur intelligence, en jugeant justement leur valeur et tout ça. C'est très difficile à lire. Là. Lui, il poste ça tout bonnement. Il y a des gens qui commentent au bas de la page. Il y en a qui lui disent, voyons, t'as pas d'allure, man, là, ou des commentaires un peu comme ça. Puis lui, il va même se justifier dans les commentaires. Donc il se défend, c'est vraiment bizarre, là. Mais tu sais, la drogue, à un moment donné, tu perds ton jugement. Là, je peux pas croire. Oui. Tu peux pas garder toute ta tête. C'est impossible, peu importe qui t'es. Puis, on est quand même, là, justement, on est dans les années début 2010. John McAfee a quoi à l'époque? Il a genre 67 ans. Donc, il est quand même, pas jeune, là, c'est un homme qui a quand même abusé des bonnes choses pendant longtemps. Puis, il continue à le faire. Je reviens aux filles rapidement. Ces filles-là auront bien sûr des arrangements financiers avec John McAfee qu'on ne connaît pas vraiment à ce jour, mais effectivement, il serait rémunéré pour faire ce travail-là. Sûrement, ouais.
Exactement. Les filles vont même expliquer dans des entrevues que John McAfee avait des tendances scatologiques. Il aimait apparemment se faire déféquer dans la bouche par ses compagnes. Il aurait même des installations là, chez lui pour faire ça. Donc, bon appétit. Oui, évidemment. Il va aussi, et ça je trouve ça un peu troublant, il va même amener des Américains sur l'île de San Pedro où il habite pour permettre aux filles de se reproduire avec d'autres souches, que je dis entre guillemets, là, afin que justement la population soit plus diversifiée et plus intelligente avec les générations qui viennent. Donc il va essayer de faire un genre de contrôle sur la population. Un SimCity pour lui, dans le fond, c'est un genre de SimCity réel où justement pour c'est fou là, c'est un peu comme Dieu là, c'est au-delà du gouvernement là, quand tu te mets à contrôler les naissances, à contrôler l'origine, puis un peu faire une segmentation de la population, jumeler des gens, c'est pas loin du nazisme là si on veut là. Donc, c'est vraiment particulier. Parce qu'à ce stade-ci aussi, John McAfee va s'être fait ami avec beaucoup d'hommes d'affaires aussi. Il va avoir acheté plusieurs trucs sur l'île. Donc, il aimerait même éventuellement posséder l'île. Oui. Tu sais, donc il devient un petit peu mégalomane sur les bords. Peu de temps après, t'en as parlé tout à l'heure un peu, Seb. Ouais. Il va fonder son laboratoire médical, dont on a parlé tout à l'heure, là, qui veulent travailler sur un certain Viagra pour femmes 100% végétal. Et tu t'en as parlé tout à l'heure, il a fait venir Allison, qui est une ingénieure qui est là, elle, pour l'aider à développer toute cette partie-là. Mais peu de temps après, en fait, elle commence à se méfier de John McAfee. Elle habite dans une petite résidence sur le domaine. Elle indique dans une interview qui a été donnée des années plus tard, très récemment en fait, que John devenait vraiment trop paranoïaque et qu'elle ne se sentait plus vraiment en sécurité en sa présence. Donc ça devenait dangereux pour elle. On a parlé de paranoïa tout à l'heure. Il lui parlait souvent un arme à la main et il lui expliquait comment il avait de l'influence sur l'île, comment il pouvait faire taire quelqu'un, même blesser des gens sur demande, même faire assassiner des gens. Et elle, à partir de ce moment-là, Allison, elle a commencé vraiment à se méfier puis à avoir peur. Avec raison. Oui. Et il va lui expliquer qu'il pourrait renverser à lui seul le gouvernement qui est en place. Et Allison va indiquer à John McAfee son désir de se dissocier de l'entreprise et de lui, éventuellement, pour rentrer aux États-Unis. C'est alors qu'un événement tragique va arriver parce que la discussion va s'envenimer entre les deux, entre John et Allison. Et alors qu'Allison se plaint d'un mal de tête intense, McAfee va lui servir un jus d'orange avec des pilules pour dissiper son mal de tête. Donc, on nous voit venir un peu, là. Toutefois, le jus d'orange aurait un drôle de goût. Il serait vraiment très amer. Il goûterait vraiment pas très bon. Et Allison, elle va tomber automatiquement dans les pommes après avoir bu ce jus d'orange-là. C'est ce qu'elle se souvient, du moins. Lorsqu'elle se réveille, elle est complètement nue. On est le lendemain matin. Et son seul souvenir, c'est John McAfee qui est nu devant elle dans sa chambre en pleine nuit. Incroyable. Elle passera la journée du lendemain dans la douche à pleurer. Elle indique même dans une entrevue qu'elle va vider le réservoir à eau chaude alors qu'elle saigne de ses parties génitales. Elle va réussir à rejoindre des amis locaux par téléphone et à se booker un vol pour les États-Unis le lendemain. Donc vraiment, elle va craindre pour sa vie et elle va tout mettre en place pour se sauver, là, mais d'une manière un peu sneaky et très rapide. Une chance qu'elle avait quelques amis locaux, elle avait eu le temps de rencontrer des gens là-bas. Elle va les contacter rapidement et elle va se booker un vol pour les États-Unis pour rentrer. Et ça, quelques minutes avant que John McAfee lui coupe le courant dans sa résidence. Donc lui, il était furieux qu'elle veuille quitter l'entreprise et il est même allé jusqu'à lui couper le courant et elle va réussir à se sauver de la demeure de John McAfee puis à rentrer aux États-Unis. Elle va raconter toute son histoire au FBI, mais vu que le FBI n'a aucune autorité au Belize, l'histoire va être enterrée puis il se passera rien en lien avec cette agression sexuelle-là. Qu'il nie continuellement, parce qu'il se le fait souvent remettre. Oui, et même... il nie même maladroitement là, à certains moments. Là. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours
Moi, selon moi, là, je pense pas que Mme Allison aurait tout inventé cette histoire-là pour rien. Je vois pas dans quel intérêt. Je vois pas d'intérêt. Elle ne demande pas d'argent. Il n'y a pas d'intérêt à ça. Là. Moi, je suis convaincu que c'est qu'il le fait. Là. Les choses se gâtent sur l'île. Sa paranoïa ne part pas. Donc, inconstamment là, il commence à aller vraiment régulièrement au Lover Bar pour observer les gens. Il vient à passer toutes ces journées-là à observer, selon ses dires, le pauvre monde du quartier, parce que ce bar-là est situé là-dedans. Il dit même qu'il en vient à un peu... ça devient un peu sa réalité. Il mentionne qu'il a uriné là, pour la première fois en public devant ces gens-là. Il porte plus vraiment attention à son hygiène. Il vient vraiment adopter un style de vie négligé. C'est quand même parfois étrange, tout ça lié à sa paranoïa. En janvier 2011, il y a un homme nommé du nom de David Middleton qui est retrouvé mort à San Pedro, poignardé de plusieurs coups de couteau. La même semaine, Middleton était allé parler à la police justement d'une agression qui avait été victime. Il explique que 2 hommes, dont il ignore l'identité, sont débarqués chez lui pour le ramasser et l'embarquer dans un pick-up blanc. Il aurait été battu et poignardé, mais il est pas mort suite à ses blessures. C'est après qu'il a parlé à la police qu'il aurait été retrouvé mort. Ça, c'est vraiment étrange. Des années plus tard, il y a un gangster local du nom de Mac 10 qui expliquera à des journalistes que Middleton avait originalement été intimidé par McAfee parce qu'il avait rentré chez lui par infraction. McAfee aurait voulu en faire un exemple, donc en le battant ou en le faisant battre plutôt. Faute de preuves, McAfee ne sera jamais tenu responsable de ce meurtre-là ou de cette agression, mais disons que c'est un peu louche. Hein, si on lit un peu les événements ensemble. Oui. Donc, on voit qu'il arrive toujours à ses fins, mais il fait toujours faire les choses un peu par les autres. Là. C'est ce genre de... Il jamais vraiment oui, les mains. ça, Donc, c'est pas direct. Puis en même temps, il semble exploiter les gens de là-bas, tu sais, d'exploiter les petits gangsters du coin, puis de payer un peu tout le monde à gauche à droite. Oui. Bon, est-ce qu'on peut vraiment se fier sur ce que Mac 10, le gangster local, a dit aux journalistes? C'est une autre question. Ouais. Mais le fait est que il y a quelqu'un qui s'est... Puis encore une fois, ce gars-là n'aurait pas intérêt non plus tant que ça à mentir sur cette histoire-là. Mais t'as le gars Middleton qui est retrouvé mort. Dans la même semaine, il aurait été faire des confessions à la police comme quoi il a été agressé. Et puis là, il se fait retrouver mort. Donc, je peux bien croire que c'est un endroit dangereux, mais il y a plusieurs coïncidences, si on veut, dans cette histoire de meurtre. Ouais, c'est assez louche. Et les histoires se continuent à Belize. En fait, le 30 avril 2012, sa propriété à Orange Walktown a été prise d'assaut par un raid du Gang Suppression Unit du Belize, en fait, qui est l'unité spéciale de la police bélizienne. Un communiqué de presse de cette unité-là a déclaré qu'il a été arrêté pour trafic de drogue et possession d'armes, ce qui n'est pas surprenant dans le cas, et qu'il semblerait fabriquer de la méthamphétamine dans son laboratoire et non des médicaments comme il le prétend. On vous parle du laboratoire là, avec Mme Allison qu'on vous parlait tout à l'heure. Par contre, il a été libéré quelques heures plus tard sans poursuite. Le porte-parole de la police a confirmé que McAfee était seulement suspecté. Ouais, d'après moi, son laboratoire, c'était vrai, mais j'en douterais pas que c'était ça pourrait être un beau cover. Oui, bien sûr. Pour justement fabriquer d'autres expérimentations. Ben oui. Ce que je trouve un peu particulier, puis j'ai pas vu de détails là-dessus, mais d'après moi, il y a eu une petite enveloppe en dessous de la table, parce que c'est quand même bizarre qu'il l'arrête, qu'il déploie, tu sais, pour déployer le Gang Suppression Unit, là, c'est des ressources de l'État. Ça prend des preuves derrière. Oui, exact. Et là, tout à coup, il est juste suspecté, puis il relâche. Je trouve ça un peu étrange, sincèrement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un petit pot de vin qui a été donné en dessous de la table. Le 12 novembre 2012, la police bélizienne démarre une enquête, encore une fois, sur McAfee, comme quoi qu'il serait impliqué dans le meurtre de l'expatrié américain Gregory Fall, qui a été retrouvé mort par balle le 10 novembre 2012 dans sa maison, comme on vous a parlé en début d'épisode. McAfee se sauve du pays tout de suite après avoir été interrogé par la police. Donc, son geste quand même de fuite est tout de même assez louche. Selon les autorités, McAfee, en fait, il y aurait un solide mobile pour le meurtre de Fall. Ce dernier se serait plaint au cours des derniers jours qu'il y avait beaucoup de bruit qui était causé par les chiens de son voisin. Puis 2 jours avant la mort de Fall, il y a 4 des chiens de McAfee qui ont été retrouvés morts par empoisonnement.
Donc, en fait, cet événement-là a complètement mis hors de contrôle McAfee. On le sait comment il est. Il semble quand même assez impulsif. Donc, ça a été un peu la bougie d'allumage de toute cette histoire-là. Donc, c'est pas clair si John McAfee l'a fait avant que Gregory Falls se fasse assassiner ou après, mais il va littéralement quitter le pays. Apparemment qu'il va se sauver. En fait, s'il l'a fait avant, ça pourrait même l'incriminer encore plus. Mais il a quitté sa demeure. Il va s'être, premièrement, comme il l'a dit à un journaliste de Wired, il va apparemment se cacher dans le sable. Il va s'enterrer avec une boîte de carton sur la tête pour qu'il puisse respirer. Il aurait par la suite pris la fuite dans la jungle avec un petit avion via un aéroport clandestin. Il aurait passé une nuit sur un vieux matelas là qui serait infecté de bestioles. À savoir est-ce que tout ça est vrai, c'est du moins ce qu'il a raconté aux journalistes. Et il va s'enfuir par avion jusqu'au Guatemala. Et pendant sa cavale qui va durer plusieurs semaines, il va régulièrement contacter les journalistes, il va parler à Wired, il va même tweeter des choses et il va aussi parler à Vice, entre autres. Il va être arrêté plus d'1 mois plus tard par la police du Guatemala le 5 décembre 2012 pour être entré illégalement au pays. Donc c'est pour ça qu'ils saisissent la première fois. Mais McAfee, lui, en fait, il souhaite être extradé aux États-Unis. Il n'aime pas vraiment les prisons au Guatemala, c'est ce qu'il va expliquer via encore une fois des entrevues. Puis il sait que s'il retourne au Belize, il est dans le trouble, il va être potentiellement emprisonné. Tout le monde lui en veut là-bas. Il a même lui-même, John McAfee, déclaré publiquement qu'il y avait des problèmes avec le président, le Dean Barrow là-bas. Donc il sait qu'il est pas vraiment le bienvenu. Évidemment, tout le monde le recherche. Il va mettre en scène là, un arrêt cardiaque afin de gagner du temps, donc afin que son avocat ait le temps de remplir tous les dossiers nécessaires pour préparer son retour. Il va être hospitalisé pendant quelques jours. Puis une des raisons qui a mené à son arrestation, puis on l'a dit tout à l'heure, mais je vais te laisser, Seb, nous expliquer ça en fait. C'est ce qui est très, très intéressant comment il a été arrêté. Comme on vous disait, il a donné des entrevues aux journalistes de Vice, à 2 journalistes en particulier qui se sont rendus sur place pour l'interviewer. Et par erreur, il y a un des journalistes de Vice qui a publié une photo de McAfee sur Twitter. Et qu'est-ce qu'il y a sur des photos maintenant? Il y a des métadonnées. Qu'est-ce qui contient? Que contient les métadonnées? Généralement, il y a une position GPS des coordonnées où ce que la photo a été prise. Donc, boum, c'est tombé dans les mains des autorités. Ça a été quand même assez simple de repérer et ont pu justement arrêter McAfee à cause d'une photo envoyée par erreur par le journaliste. Donc, on voit que son amour des médias, ça lui a peut-être desservi, mais dans ce cas-ci, ça lui a desservi. Je vais juste revenir au fait de ces crises cardiaques, ou du moins ces problèmes cardiaques. Je l'ai vu, la vidéo, justement, lors de l'arrestation, parce qu'il y avait il y avait des médias sur place. J'avais l'impression qu'il avait mal pour vrai quand même. C'est un bon acteur, puis il voulait vraiment pas même que les gens le filment. Je me suis quand même demandé s'il n'y a pas eu... ça doit être quand même stressant se faire arrêter. Je me demande quand même si oui, il a peut-être exagéré ses douleurs cardiaques, mais il y a peut-être eu des vrais... J'ai l'impression aussi qu'il y a eu des vrais problèmes malgré tout ça. Quand j'ai vu le vidéo, mais c'est peut-être un très bon acteur. Ouais, peut-être que tu t'es aussi fait... se fait avoir par... On saura jamais, sûrement. Expulsé du pays, il va arriver en Floride le 12 décembre 2012. Vraiment, il va réussir à rentrer aux États-Unis sans problème avec un vol direct. Évidemment, il peut pas arrêter presque nulle part en Amérique du Sud. Et sa copine Sam, qui est officiellement, là, officiellement, je sais pas, je devrais dire ça, mais qui est une des filles de son harem, mais qui semble être sa préférée, elle va rester derrière lui en attente de son visa, parce qu'évidemment, pendant tout ce temps-là, John McAfee non seulement essaie de rentrer lui-même, mais il essaie de faire rentrer sa copine Sam. Par manque de preuves et aussi de collaboration avec les autorités du Belize, McAfee ne sera jamais inculpé de quoi que ce soit dans cette histoire-là. Évidemment, il s'est fait pincer au Guatemala pour entrée illégale, mais il a fait un peu de prison, mais ce sera sa seule sentence, si on veut. Il va pouvoir même continuer tous ses projets. C'est quand même assez capoté, là. Il va rentrer au pays, il va être un peu moins riche, si on veut, parce qu'il laisse derrière lui son passé au Belize. Mais malgré tout ça, juste en raison
de manque de preuves et de manque de collaboration. Il ne sera jamais inculpé de quoi que ce soit. Et l'enquête va piétiner et va même s'arrêter là. Donc c'est assez fabuleux comment il a réussi à glisser entre les mailles de la justice pendant toutes ces années-là. En fait, moi, je suis pas là non plus pour l'accuser de quoi que ce soit, dans le sens que j'ai pas plus de preuves que les autorités en ont. Mais c'est quand même assez étrange toutes les coïncidences dans lesquelles il est tombé, puis qui en fait laisse croire qu'on se fait avoir tout ce temps-là, puis que il est sans doute coupable de quelque chose. Ah, c'est certain. Il a vraiment profité, tu sais, un peu de je veux dire, on n'a pas de loi mondiale pour encore, tu sais, oui, il y a beaucoup d'ententes entre les pays, mais on a comme une preuve qu'un individu qui commet des crimes dans toutes sortes d'endroits peut quand même s'en sortir sans réelle conséquence de ses actes. Il profite quand même de cette évasion-là. Assez particulier. Moi, de mon côté, on dirait que j'ai la difficulté à tirer une leçon de ça, puis même une conclusion. J'ai l'impression de mon côté qu'il est sans doute coupable ou impliqué là, dans le meurtre de Gregory Fall. Ce qui va arriver plus tard, en fait, c'est que Mac 10, là, dont on vous a parlé tout à l'heure, le gangster local qui a affirmé qu'il était impliqué dans le meurtre de David Middleton, va affirmer plus tard s'être fait offrir 5 000 $ par John McAfee pour assassiner Gregory Fall. Donc, est-ce que c'est vrai, encore une fois, ce que Mac 10 dit ou pas? Bonne question, mais tout ça va être documenté. Là. Mac 10 va s'être confié à une journaliste qui a en fait réalisé plusieurs entrevues au Belize, là, qui a produit un documentaire très intéressant. Et puis, l'histoire va s'arrêter là, en fait. Il n'y aura jamais d'accusation réellement portée contre John McAfee. Puis lui, par la suite, va devenir professeur de yoga, va devenir aussi coach de vie. Et puis, il va même lancer, je crois, une firme de sécurité informatique. Il va se relancer dans la sécurité informatique. Oui, il est toujours présent, en fait, dans le milieu actuellement. Mais à cette époque-là, vous irez voir, sincèrement, ça vaut la peine sur YouTube d'aller voir sa période yoga. C'est quand même, j'ai rien contre le yoga, j'en pratique moi-même, mais c'est quand même drôle de voir ce personnage faire des discours et des, c'est tout qu'un personnage. Il est souvent même interpellé à commenter l'actualité lorsqu'on parle de sécurité informatique. Donc, il est encore assez présent dans les médias. Son rythme de vie a vraiment baissé, là, c'est-à-dire que maintenant, il habite dans un genre de maison de banlieue, puis encore fidèle à lui-même, une belle histoire romantique. Là, il vit avec sa femme Janice, qui l'a rencontré en cavale lorsqu'il il est arrivé aux États-Unis. Il aurait en fait embauché comme prostituée. Et puis, ce serait devenu sa femme avec le temps, donc il habite avec elle au Tennessee, là, justement dans un genre de maison de banlieue, mais il est encore quand même assez actif au niveau médiatique et sur Twitter, encore une fois. Parfois c'est très étrange, ça rend mal à l'aise, mais parfois c'est sérieux. Parfois il s'intéresse aussi aux crypto-monnaies, je crois. Vraiment, il est extrêmement passionné par ça ces temps-ci. Il fait énormément de conférences sur le sujet. En fait, lui, ces deux chevaux de bataille actuellement, c'est vraiment la sécurité informatique. Il est très il essaie vraiment de conscientiser les gens. Même sa candidature en 2015 aux États-Unis, lui, c'est un des points de son programme, c'était que le gouvernement, entre autres, arrête de surveiller tout le monde parce qu'il est convaincu de ça. Ben, il y a pas tard, là, on le sait avec l'affaire Snowden, on a vu que le gouvernement américain surveillait tout le monde là, avec l'informatique, mais il y a vraiment une paranoïa. Il trouve que les téléphones, actuellement, il y a rien de sécuritaire. Il y a beaucoup, pour lui, c'est un enjeu très, très important. Sa firme de cybersécurité fait beaucoup de discours et de conférences et travaille là-dedans. Petite parenthèse, il y a quelques années, Intel a racheté McAfee, mais qui ne lui appartenait pas du tout. Et ils ont changé le nom en 2014, justement après toutes les histoires de meurtre, parce qu'ils voulaient plus, l'entreprise voulait plus que le nom McAfee de l'antivirus soit... Ça donnait quand même une connotation assez négative, qui ont rebaptisé un peu toute la série Intel Security. L'autre chose, il y a eu un autre conflit en 2016 avec Intel parce que John McAfee avait renommé sa compagnie de sécurité John McAfee quelque chose et finalement, il a perdu
contre Intel, il a plus le droit d'utiliser le nom McAfee dans ses entreprises. Oh. Mais on ne sait pas l'entente. Il y a eu une entente financière, elle n'a jamais été dévoilée. Il a simplement le droit, lors de promotion de publicité, d'utiliser son propre nom, mais aucune de ces entreprises qui est dans le champ de la cybersécurité, il pourrait se partir un champ de fleurs, là, mais tout ce qui touche la cybersécurité ne peut jamais utiliser le nom McAfee. Donc, Intel a quand même gagné d'une certaine mesure pour enlever cette marque-là ou cette notoriété-là qui est rendue un peu toxique, étant donné tous les déboires de John. Là. Exactement. Il y a des ballons qui lui passent par la tête en 2013. Il a envie un peu de rire de lui-même. Il commence à créer des vidéos qui signent l'excentrique millionnaire, dont un qui était très, très populaire, c'est How to Uninstall McAfee Antivirus. Et là, dans ce vidéo-là, premièrement, il nous mentionne qu'il reçoit encore quotidiennement des gens qui lui demandent comment désinstaller l'antivirus. Puis lui, c'est vrai que c'était pas facile. Hein? Non, c'est vrai. J'y arrivais jamais moi non plus. Il fallait toujours que je reformate mon ordinateur. À l'époque, je me souviens, je détestais McAfee. Et lui-même, il a toujours détesté le produit. Il dit qu'il n'y a plus rapport à faire à ça. Et dans ces vidéos-là, il y a des prostituées. Il fait semblant de sniffer du sel de bain. Il y a aussi les demoiselles que tu parlais tout à l'heure. Sa femme Janice est là aussi dans la vidéo. Il y a un technicien. C'est un mélange de malaise et de confusion un peu. Là. Des fois, on regarde ça. On va vous en faire écouter un extrait, mais on regarde ça des fois puis on se dit OK, ben pauvre type. Ou en fait, on rit, mais on devrait pas rire, tu sais, parce que il y a des choses très dramatiques se sont passées quand même dans sa vie, mais lui il est là à faire des vidéos un peu drôles. Bref, pour que vous saisissiez le personnage un peu là, on a un petit extrait pour vous. C'est justement celle-là, Seb, de How to Install Uninstall McAfee. Buck. Send. Oh, hello there. My name is John McAfee. I'm the founder of the McAfee Antivirus Software Company. Although I've had nothing to do with this company for over 15 years, I still get volumes of mail asking, how do I uninstall this software? I have no idea. Donc, c'est un extrait qu'on vous présenter. Je vous invite vraiment à le visionner. C'est quand même assez drôle. Puis justement, j'avais vu une entrevue d'une journaliste qui lui demandait, mais pourquoi vous avez fait ces vidéos-là? Il dit, c'est pour créer, pour lui, c'est juste des vidéos quasiment marketing pour construire un peu parce que ça fait partie de son personnage et de sa notoriété. Là, on sentait, comme on vous dit, il appelle toujours les médias. Il y avait cet aspect-là, puis lui-même, il voulait démentir. Pour lui, c'était une manière de démentir tout ce qui a été dit contre lui, parce que il nie toujours tout ça. Là. J'ai vu d'autres entrevues, puis même sa femme, elle est de son côté, je peux comprendre, là, mais elle nie elle aussi allègrement les faits, mais elle a jamais été présente lors des actions qu'on lui reproche. Mais c'est vraiment quelque chose d'aller voir ces vidéos-là. Il aurait même apparemment vendu les droits d'exploitation de scénarios sur sa vie à une compagnie de production canadienne. Donc, j'ignore c'est laquelle, mais on sait jamais. Il y aura peut-être un film qui sortira sur sa vie. D'après moi, ils attendent la dernière minute, là, ils attendent qu'il soit mort parce que même à son âge maintenant, il risque encore de lui arriver des choses rocambolesques et ça risque de faire un meilleur film encore. Effectivement. Parce qu'il est encore actif, même en 2015. Actuellement, il peut même plus conduire parce que justement en 2015, il a pété la balloune parce qu'il était sur le Xanax que son docteur lui avait prescrit. Il a perdu en cours. Donc actuellement, c'est toujours sa femme. Si vous voyez des entrevues récentes là, qui sont faites en voiture, vous allez voir, c'est sa femme qui conduit, puis il ne peut plus du tout conduire depuis ce temps-là. Je sais pas combien de temps que ça dure la pénalité de ne plus avoir de permis, mais il a perdu son permis. mais c'était pas l'alcool, c'était vraiment le Xanax, le fait qu'il était sous l'effet du Xanax, c'est particulier. Parce qu'il est trop stressé. C'est ce qu'il mentionnait, que il aimait sa ville au Tennessee qui est calme, mais sa conspiration, il se fait constamment espionner. Je sais pas s'il a raison, mais en même temps, ça se peut bien. Hein. Lui, il dit qu'étant donné que c'est le fondateur du premier antivirus, il est toujours la proie de tous les hackers qui en veulent continuellement contre lui. Donc,
Ben, je pense, Seb, qu'on a fait le tour de cette histoire tumultueuse. Comme je vous dis, on aurait pu vous en parler pendant plusieurs heures parce qu'il s'en est passé des choses. On espère avoir fait un bon résumé. Si vous voulez en discuter, rendez-vous sur Facebook, en fait, sur notre groupe de discussion. Oui. Vous pouvez le trouver facilement là, au facebook.com/distorsionpodcast. Et là-bas, c'est notre page, mais vous pouvez trouver le groupe de discussion là, facilement en haut de la page ou dans l'onglet à côté. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Instagram au instagram.com/distorsionpodcast et sur Twitter distorsionpod. Donc on est là puis on aime ça discuter avec vous. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire fascinante qui est celle de John McAfee. Nous, ça nous a fait plaisir de couvrir cette histoire-là parce qu'évidemment ça touche au monde du numérique et puis il y a tellement de choses, des histoires de meurtre là-dedans, des histoires de cavale, donc on pouvait pas faire autrement que d'en parler. Seb, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous ce soir? N'oubliez pas de mettre à jour votre antivirus avant d'écouter Distorsion. Ce sera plus prudent. Oh yeah!